Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie Leroy et je suis designer et je suis spécifiquement chargée de mettre en place le design fiction au sein de la ville de Grenoble et plus spécifiquement au sein d'un projet qui s'appelle Grenoble 2040 qui est un projet politique d'exploration des trajectoires de transition écologique et sociale. Du coup, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous expliquer ce qu'est le design fiction et du coup passer par une petite phase de définition. Donc le design fiction, c'est une approche d'exploration du futur qui repose sur la conception d'objets et la mise en récit. Elle sert particulièrement à représenter les conséquences que pourraient avoir nos prises de décision sur nos vies demain. Et à l'instar de la science-fiction, le design fiction se projette dans des scénarios futurs pour mieux prendre de la hauteur vis-à-vis des changements qui sont en train de se produire dans notre société. Donc elle agit un peu comme un miroir en fait sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui dans notre société. Ainsi, une organisation en fait peut faire appel au design fiction si elle souhaite explorer les impacts inattendus, comme les effets rebonds, les effets boule de neige, que ces projets pourraient avoir sur notre société. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que le design fiction, c'est un peu de la science-fiction appliquée. Donc, pour vous donner peut-être des exemples, voilà, une firme technologique pourrait faire appel au design fiction, par exemple, pour explorer les conséquences de sa nouvelle intelligence artificielle sur l'éducation. On sait aujourd'hui que les élèves utilisent de plus en plus les IA dans le contexte de leur projet d'études. Ça pose plein de questions et ça va potentiellement changer le milieu éducatif dans les années à venir. Donc c'est une des manières, par exemple, d'utiliser le design fiction. En second exemple, une collectivité pourrait faire appel au design fiction pour imaginer les impacts de sa prochaine réglementation, par exemple régulant la circulation des véhicules polluants sur le quotidien des citoyens. Ou par exemple du coup la manière dont cette nouvelle régulation va dans du plus long terme impacter aussi l'urbanisme, potentiellement la façon dont la ville sera construite demain. Donc voilà, là je vous ai donné un premier portrait de ce qu'est le design fiction. Je vais rentrer un peu plus dans les mécanismes que le design fiction utilise. Et du coup, le premier dont je vous ai parlé au début de cette présentation, c'est celle de la conception d'objets fictifs. Donc l'idée de ces objets fictifs vient encore une fois de la science-fiction que je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc en fait, le design fiction utilise ce qu'on appelle également, donc en fait ces objets fictifs sont aussi appelés artefacts ou prototypes, voire prototypes diégétiques. C'est un terme qui est utilisé par David Allen Kirby, un chercheur sur la question. Et donc en fait, c'est l'idée, les prototypes diégétiques, ce sont tous ces objets qui apparaissent potentiellement dans des œuvres de science-fiction et qui donnent un contexte sur le monde dans lequel les personnages évoluent sans avoir besoin d'expliquer davantage justement ce monde. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples de prototypes diégétiques pour que vous voyez un peu mieux de quoi je parle. Minority Report, c'est un très bon exemple de film de science-fiction qui est rempli de prototypes diégétiques qui permettent du coup à Steven Spielberg, le réalisateur, de montrer en fait que les personnages évoluent dans un futur qui est qui est empli en fait de technologies qui sont particulièrement utilisées à des fins commerciales sans avoir besoin de le raconter dans le scénario. Je vais même rentrer encore plus dans le détail avec un exemple spécifique que beaucoup de gens utilisent pour donner des exemples de design fiction. Il y a une toute petite scène dans le film qui dure 20 secondes où on voit le personnage principal qui est joué par Tom Cruise utiliser une boîte de céréales. Cette boîte de céréales, en fait, elle est animée. Donc on voit en fait qu'une pub se lance au moment où le personnage du coup mange ses céréales. Donc voilà, la boîte de céréales commence à bouger. Et puis en fait, on voit que le personnage essaye en fait d'arrêter, semble-t-il, la publicité en tapant la boîte de céréales sur une table. Il n'y arrive pas, ça le frustre et en fait, il balance la boîte derrière lui. Et donc en fait, cette petite scène, elle n'a rien à voir en fait avec le scénario, elle ne raconte rien à proprement parler dans l'histoire, en tout cas du film. Par contre, elle montre en fait tout un tas de choses sur l'environnement dans lequel ce personnage évolue. Elle montre notamment que du coup, il n'y a plus aucun respect de la vie privée, que la publicité est omniprésente. Et donc aussi, cette interaction montre que le personnage en fait est frustré finalement vis-à-vis de cette relation à la technologie et que c'est pas en tout cas un parcours, une expérience fluide. Voilà, donc ça vous donne un peu plus une idée de comment un objet peut traduire en fait finalement plein d'éléments dans du coup une histoire et peut donner plein d'indices sur le monde dans lequel on existe. Donc voilà, avec ces objets fictifs, le design fiction cherche à transformer des visions lointaines du futur en produits et services qui sont tangibles, qui sont manipulables et qui sont faciles à comprendre.
Donc voilà, hein, même pour vous donner d'autres exemples, là je vous ai parlé d'une boîte de céréales, c'est un exemple potentiel de design fiction. Un des exemples les plus connus, ça va être également des fausses unes de journaux. Ça c'est quelque chose qui est très utilisé. Ça peut être un faux réseau social, et puis vous verrez qu'on peut aller encore plus loin, et je vous expliquerai ça quand je parlerai d'un de nos exemples de projet à la ville de Grenoble. Je vous ai également dit au début de la présentation que le design fiction mobilisait des outils de la mise en récit. Donc là, c'est vrai que c'est plus simple à raconter maintenant que je vous ai parlé des objets fictifs. La mise en récit, elle va être utilisée pour donner vie du coup aux objets. Donc là, on va plutôt, on va utiliser des outils comme des films, potentiellement de l'écrit, pour raconter les usages de ces objets, pour raconter comment ils auront potentiellement été détournés par les personnages. Et donc là, on va commencer à pouvoir vraiment raconter tout un scénario à partir de ces objets. Et donc avec ces deux outils associés, le design fiction il va faciliter l'immersion dans ces scénarios et il va également en fait suspendre l'incrédulité de l'audience, ce qui aide beaucoup à la discussion qui va être générée par la suite, vous allez voir dans le détail. Par ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, je vous parlais de Minority Report sur un peu l'origine du design fiction. Le design fiction a commencé à être mentionné comme tel dans les années 2010, donc c'est une pratique très récente. Et en fait, à l'origine, justement, de travaux de recherche qui, en fait, montrent l'impact que les films de science-fiction ont eu sur le développement et le financement de certaines technologies. Et donc, notamment dans ce travail de recherche, l'auteur montre comment Minority Report a influencé le développement des interfaces tactiles dans la vraie vie. Voilà. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là que particulièrement deux personnes qui sont souvent mentionnées comme étant un peu les parents du design fiction ont réfléchi à la manière dont on pouvait utiliser du coup cette force de la fiction pour raconter des histoires et questionner potentiellement les impacts potentiels de nos technologies. Ces deux personnes étant Bruce Sterling, qui est un auteur de science-fiction, et Julian Blicker qui est un designer. Donc on voit que c'est vraiment le croisement entre le milieu de la science-fiction et le milieu du design. Donc maintenant que je vous ai raconté un petit peu comment ça se passe, un petit peu les mécanismes, je vais rentrer un peu dans l'intérêt de l'approche. Pourquoi on ferait du design fiction spécifiquement dans une organisation? Donc, ce qui fait la force en fait du design fiction avec ces objets fictifs, c'est cette mise en récit, c'est que le cerveau humain est très réceptif au storytelling. Lorsqu'un humain est exposé à une histoire bien racontée, plusieurs hormones s'activent, notamment la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Et cette activation d'hormones, elle va notamment augmenter la mémorisation, améliorer la concentration du coup de l'audience. Et puis on va aussi avoir ce que peut créer un personnage bien écrit. Un personnage bien écrit va créer une forme d'empathie avec l'audience. L'audience va se sentir concernée. C'est un bon moyen d'aider une audience à se mettre à la place d'eux. Et vous allez voir qu'on a pas mal utilisé ce mécanisme aussi dans le projet que je vais vous présenter. Et enfin, un dernier avantage aussi d'utiliser ces outils-là, c'est que les récits activent les sens. Ici, l'intérêt du design fiction, c'est qu'on crée des objets qui sont manipulables. Donc, au-delà du visuel produit par des films, le son qu'on va avoir dans un film, on va aussi pour le coup là avoir le sens du toucher. Pourquoi pas en soi mobiliser aussi du coup l'odorat et donc en fait ces différents sens vont permettre de dépasser la seule utilisation d'outils cognitifs rationnels qui sont souvent en fait préférés, priorisés dans notre société, dans notre façon du coup de présenter les choses. Et donc ça permet d'engager une vaste audience à travers diverses manières de procéder l'information. Donc bref, le design fiction, ça questionne beaucoup, ça interpelle beaucoup. C'est une bonne manière d'entrer du coup dans des contenus prospectifs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Futurible a fait un petit témoignage sur leur dernier rapport Vigie, où ils ont ajouté justement des design fiction pour représenter certains de leurs tendances scénarios. Et ils disaient dans une intervention que depuis qu'ils avaient fait ça, ils avaient davantage de remarques sur les design fiction que sur le reste du rapport. Ouais, donc pour vous dire que ça interpelle et que ça crée beaucoup de réactions. Du coup, dernier petit point un peu théorique, je vais juste vous dire ce que le design fiction n'est pas, parce que c'est aussi important de discuter de ça.
Alors, à l'instar de la prospective, en fait, le design fiction, c'est pas de la prédiction. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut pas prédire l'avenir avec le design fiction, malheureusement. Ce n'est pas non plus un outil de planification stratégique. C'est un moyen, comme je vous disais, de prendre de la hauteur sur différents scénarios, de comparer différentes alternatives. Donc, ça peut aider à prendre des décisions, mais c'est pas un moyen, en effet, de tracer un chemin tout droit avec des étapes. Pareil, malheureusement, c'est difficile de faire comme ça. Et surtout, ce n'est pas un moyen de rendre l'inacceptable acceptable. En effet, quand on fait du design fiction, on va souvent explorer des scénarios qui sont dystopiques, qui sont pas évidents. Et ces scénarios dystopiques, ils servent à exagérer, à mettre à plat justement l'inacceptable, à montrer qu'il y a des choses qui sont en train potentiellement de se produire dans une société qui vont peut-être être inacceptables ou complexes. Mais du coup, voilà, l'idée n'est pas en effet de rendre ces scénarios dystopiques normaux et donc acceptables. Et donc, il y a vraiment un rôle éthique important à la personne du coup qui produit des design fiction, à clarifier ça durant tout le projet, durant les rendus, durant les ateliers. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien repréciser toujours. Pourquoi on fait du design fiction? Donc le design fiction, il propose vraiment des scénarios pour qu'on en discute. C'est pas forcément du coup le scénario ou les scénarios qui va se passer, comme je vous disais, et encore moins celui que votre organisation prône. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on utilise le design fiction pour donner des outils cognitifs aux personnes pour du coup être en capacité de se projeter demain et donc pouvoir mieux comprendre les changements qui sont en train de se produire aujourd'hui. C'est donc un moyen de développer l'esprit critique. C'est pas un moyen de manipuler l'audience. Voilà. Du coup, maintenant, je vais un petit peu plus rentrer dans le concret avec un exemple de projet, le premier projet en fait qu'on a mené de design fiction au sein de la ville de Grenoble. Alors, je vais vous donner un petit peu le contexte. Le début du projet, c'était en fait il y a à peu près 1 an maintenant. Donc, le contexte, c'était la crise énergétique. En 2022, on parlait de délestage à ce moment-là à la ville. On commençait à mettre en place les premières mesures de sobriété énergétique qui touchaient particulièrement les agents, même si on a certaines aussi qui ont touché le grand public. Et donc, en discutant d'un premier sujet qu'on pouvait aborder avec le design fiction, on s'est dit qu'on pourrait potentiellement explorer, questionner le futur de la sobriété énergétique et se demander à quoi la sobriété énergétique pourrait ressembler demain, à quoi ressembleraient les mesures de sobriété énergétique demain. Donc ça, c'était un peu l'objectif, on va dire, macro de la démarche. Maintenant, on avait surtout en interne un objectif stratégique qui était déjà de mettre en place pour une première fois un chantier de design fiction, faire vivre un design fiction particulièrement aux élus, c'était ma commande, et contribuer du coup à finalement diffuser une culture de la prospective en interne. Donc c'était un peu plus un enjeu stratégique à proprement parler. Du coup, pour commencer ce projet, on a finalement trouvé une liste de mesures de sobriété qui a été mise en place par un groupe de travail en interne à la ville. Donc, comme je vous disais, voilà, il y a une première liste de mesures qui sont passées à ce moment-là à la ville. Il y en avait à peu près une vingtaine. Et en fait, dans cette liste, qui était du coup ma base de travail, il y en avait 80 autres qui ne sont pas passées. Et donc moi, je me suis intéressée à ces 80 autres en me demandant pourquoi ces mesures n'étaient pas passées. Est-ce que c'était une question d'acceptabilité de ces mesures? Est-ce que c'était une question de faisabilité technique? Je voulais savoir pourquoi ces mesures n'étaient pas passées et je voulais voir un petit peu s'il y avait un moyen peut-être de les catégoriser, de les rassembler, de voir s'il y avait des formes de tendances qui pouvaient ressortir de ces différentes mesures. En l'occurrence, justement, le fait de faire ce travail a permis d'identifier ce qu'on a appelé entre nous 6 tendances de futur que pourrait suivre la sobriété énergétique si un jour ces mesures étaient mises en place. Donc là, vous en avez 3 ici et 3 autres de l'autre côté. Et donc du coup, ces tendances, j'en ai fait une première proposition qui a ensuite été retravaillée en intelligence collective avec du coup des agents en interne à la ville. Comme je vous disais, la majorité de ces mesures touchaient les agents, donc finalement c'est un projet qui est resté très en interne parce que c'était aussi eux les plus impactés par le sujet. Et donc, lors de cet atelier d'intelligence collective, ces tendances, elles ont été nourries, elles ont été réécrites afin qu'on ait à peu près un même type de titre, des définitions qui soient un peu lissées pour qu'on puisse les comparer les unes avec les autres.
Et on a aussi fait ce qu'on appelle du coup dans le design fiction de l'extrapolation. Donc on a été poussé encore, enfin ce qu'on appelle aussi extrapolation dans la prospective, mais en tout cas on a été poussé plus loin les scénarios pour essayer d'imaginer du coup finalement quelque chose qui serait un peu plus imaginatif. Donc on a notamment été travailler sur un exercice pour essayer d'imaginer du coup des mesures fictives qui iraient donc encore plus loin que celles imaginées par nos collègues, en se disant bon bah du coup si cette tendance venait vraiment à exister, jusqu'où elle pourrait aller. On a également essayé de lister un petit peu les tensions, les sujets à débattre que finalement ferait exister chacune de ces tendances. Et on a été jusqu'au fait de faire un deuxième exercice où j'ai proposé aux collègues d'écrire des scénettes du quotidien d'agents qui vivraient du coup dans ces futurs potentiels. Faut savoir du coup que ces tendances, elles ne s'annulent pas entre elles, c'est-à-dire que plusieurs tendances pourraient exister en même temps, pourraient cohabiter. Et donc voilà, là pour vous donner du coup les trois exemples qui sont ici. Là, on avait donc l'exemple de la rationalisation. Donc voilà, avec l'idée que pour résoudre la crise énergétique, la ville de Grenoble aurait pris la décision de limiter, voire de supprimer les actions consommatrices d'énergie. On a l'exemple de la mutualisation. Donc pour résoudre la crise énergétique, la ville de Grenoble a décidé d'établir des formes d'usage et de gestion collective des ressources pour viser un accès égal à celle-ci. Et en troisième exemple, la quantification. Donc pour résoudre la crise énergétique, la ville de Grenoble a mis en place des dispositifs qui mesurent et informent les agents et les habitants de l'évolution de leur consommation. Donc là, sur ces rendus finaux, on a bien du coup ce dont je vous parlais, c'est-à-dire le titre, la définition, le petit récit du quotidien d'un agent qui existerait dans ce futur. Trois exemples de mesures fictives, donc les plus représentatives généralement finalement, ou celles qui nous marquaient le plus, peut-être les plus choquantes dans certains cas, ça dépend. Et puis enfin du coup les grands sujets de débat qui nous semblaient importants de mentionner. Donc par exemple sur la question de la quantification, voilà, il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour notamment de la récolte des données, la diffusion des données. Quels seraient du coup les seuils justes et atteignables à mettre en place si on veut du coup, comme je vous le disais, limiter les consommations. Voilà, ça fait partie de certaines des questions qui se posaient sur ce scénario. Et donc, en faisant ce travail-là d'identification de tendances, on a en fait une deuxième part du projet qui s'est construite parce qu'en fait, on a une question éthique transversale qui est ressortie de ce travail-là, donc transversale à ces 6 scénarios. Et cette question, c'était qu'est-ce que la collectivité est prête à imposer aux agents pour devenir sobre. Donc la problématique qu'on s'est posée, c'était voilà, cette tension entre le fait d'essayer d'obtenir un service public sobre et la qualité des conditions de travail des agents. Je vais vous le tourner d'une autre manière qui est aussi intéressante parce que justement c'est un outil souvent utilisé dans le design fiction. Dans le design fiction, pour commencer un scénario, commencer un travail, on utilise souvent des « et si ». En anglais, les « what ifs ». C'est aussi le mécanisme de scénarisation qu'utilise Black Mirror pour créer ces épisodes. Et donc là, la manière dont on pourrait le tourner, si je rentre un peu plus dans le détail ensuite de ce scénario qu'on a travaillé, c'était « et si demain la crise énergétique poussait la ville de Grenoble à mettre en place un dispositif qui obligerait ses agents à réduire drastiquement leur consommation ?» Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'idée d'un objet fictif que vous avez ici, qui s'appelle le Water, qui est un compteur de suivi, un compteur individuel de suivi de consommation, qui permet du coup aux agents, par le son et le visuel, de se rendre compte en fait de leur consommation au fur et à mesure de la journée qui passe. Donc en fait, il faut imaginer que du coup les billes que vous voyez là s'écoulent en fait au fur et à mesure de la journée en fonction de la consommation des agents. Cet objet, il a été présenté, donc conçu et ensuite présenté en exécutif lors d'un exécutif avec le maire, la direction, les élus de la majorité en mai de l'année dernière. Et donc je vous rappelle l'objectif, l'idée c'était de les convaincre de l'intérêt de l'approche et les immerger dans ce scénario. Donc je vous propose de vous expliquer un petit peu le déroulé de cet exécutif. On a commencé en fait par présenter du coup le scénario à travers ce que je vais vous présenter comme étant des objets secondaires. Et le premier objet secondaire étant celui-ci.
En fait, c'est une délibération, une fausse délibération qu'on a imaginée. Donc, en fait, on a repris les codes d'un exécutif traditionnel où, du coup, les élus commencent par lire une délibération. Et donc, en fait, dans cette délibération, on avait toute une mise en scène, finalement, autour de 2041. C'était la date que nous avions choisie pour être autour de Grenoble 2040. Et donc, dans cette délibération, on rentre dans le détail de la situation géopolitique que connaîtrait la France, puis Grenoble à ce moment-là, qui expliquerait pourquoi la ville en serait arrivée au stade où elle serait obligée de proposer l'expérimentation d'un objet comme celui-ci. Donc l'idée, c'était de rendre en fait l'expérimentation de cet objet crédible et que les élus comprennent pourquoi on en était arrivé là. Donc ça, c'était le premier objet secondaire, sachant qu'il y avait également dans cette délibération des données chiffrées qu'on a pas mal travaillé en amont pour essayer en fait de rendre plus crédible également l'objet, le fonctionnement de l'objet. Donc voilà, avec une explication de comment finalement la consommation s'écoule au fur et à mesure, à quoi ça correspond par rapport à la consommation d'un agent, parce qu'on savait qu'on allait avoir dans la pièce des élus qui étaient spécialistes en fait de la question de l'énergie. Et comme je vous le disais, le but c'est quand même vraiment de suspendre l'incrédulité. Donc il faut être en capacité de suspendre l'incrédulité d'une personne qui y croit facilement et qui n'y connaît pas grand-chose, mais également de quelqu'un qui va être très précis et qui va aller chercher la petite bête. Donc voilà, ça c'était le premier objet qui nous a servi donc à introduire la séance et donc le scénario. Et ensuite, on est entré donc dans la présentation de l'objet à proprement parler. Donc, il faut imaginer que l'objet était à peu près à la même distance de vous que du coup des élus. En fait, elle était au centre d'une salle. La salle était du coup en cercle. Et donc, pour leur présenter l'objet, on leur a montré une petite vidéo qui montrait du coup ce que je vous disais, cette notion d'écoulement en fait, du coup des billes au fur et à mesure qu'une agente du coup utilisait par exemple son ordinateur, recevait des mails lourds en termes de pièces jointes, qu'elle commençait à mettre en route son chauffage, etc. Donc, ça permettait de montrer comment fonctionnait exactement l'objet. Donc là, voilà, exemple de mise en récit. Et on avait également un autre objet secondaire qui était plus en fait finalement un mémo, on va dire, pour les élus au cours de la discussion qui allait suivre, qui était en fait une petite notice d'utilisation de l'objet qui, pareil, ici reprend en fait le graphisme de nos notices de chauffage actuelles à la ville de Grenoble. Pourquoi ce choix? Après tout, on serait en 2040, on peut imaginer que les notices auraient évolué visuellement d'ici là, sauf que justement, nous, on s'est dit que ce serait intéressant en fait d'utiliser, comme pour la délibération, un format que les élus connaissaient déjà, parce que du coup, cette familiarité, elle aide aussi à mieux comprendre le contexte, à mieux comprendre dans le futur dans lequel on est. Donc là, on a fait le choix de faire un anachronisme. On aurait pu faire le choix d'aller vraiment sur quelque chose de plus futuriste, mais il nous a semblé, dans le cadre de cette cible-là, que c'était pas mal de jouer sur finalement des éléments déjà connus. Donc voilà, c'est un choix du coup de conception, mais qui du coup a bien fonctionné. Et donc suite à cette présentation du scénario, la présentation de l'objet, nous avons lancé en fait une séance de débat et qui était du coup lancée par la délibération, où on demandait en fait aux élus d'accepter le lancement, oui ou non, justement, de cette expérimentation du water. L'idée étant de voir justement voilà, tous les arguments qu'ils allaient mentionner en disant oui, alors est-ce qu'on a envie de voir cet objet exister ou au contraire, finalement, est-ce qu'on veut éviter que cet objet existe? Sachant que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, cet objet, ce scénario, c'était un moyen détourné finalement de poser la problématique que je vous ai racontée au tout début, qui était finalement jusqu'où en fait les élus sont prêts à aller en termes du coup de mesures mises en place qui vont du coup contraindre les agents dans leur quotidien. Et donc voilà, les élus ont eu le temps de débattre. On avait également prévu un dernier objet qui était du coup un objet de redirection de la conversation. En fait, quand on a fait ce travail, notamment la partie intelligence collective que je vous mentionnais plus tôt, on a travaillé avec notre collègue chargé du coup de projet de sobriété énergétique à la ville. Et donc, il y avait certains sujets qui lui paraissaient d'autant plus importants à absolument mentionner. Donc, en fait, quand on a fait ce travail, il y avait cette grande problématique que je vous ai mentionnée. Mais comme vous l'avez vu avant, en fait, il y a un tas de sous-sujets, de tensions de débat qui, en fait, ressortent. Et nous, on en a sélectionné quelques-unes qui nous paraissaient vraiment importantes à mentionner au cours de ce débat.
Et donc là, on avait une seconde question qui était justement voilà, celle de l'équité des seuils, où on se disait, bon, très bien, on a un objet comme celui-là qui pourrait exister. La question, c'est finalement comment ça va impacter les différents agents, parce qu'en fait, si on met un même seuil pour tous les agents, forcément, on va avoir des réactions qui sont un peu inégales, puisqu'en fait, en fonction du travail qu'on fait, en fonction simplement même de nos préférences, si on est frileux, ce genre de choses, finalement, on se retrouve avec un objet qui est assez inégal et puis qui peut créer une forme de sentiment d'injustice auprès des agents. Donc, on voulait absolument que les élus se posent cette question-là à un moment ou à un autre vis-à-vis de cet objet. Et donc, on partait du principe qu'il y avait de grandes chances qu'il se la pose tout seul, mais au cas où ce n'était pas le cas, on a imaginé un dernier objet qu'on pouvait introduire pendant l'atelier pour rediriger le débat sur cette question, ou simplement rediriger le débat si on voyait qu'il partait peut-être trop loin, s'il y avait peut-être des réactions qui paraissaient peut-être décalées. Et donc cet objet-là, pareil, reprend un format de document qu'on a à la ville qui s'appelle aujourd'hui des lettres RH. Là, on était parti du principe que dans ce scénario, les RH seraient rattachés en fait au service énergétique. Donc du coup, on aurait un nouveau service qui serait ressources humaines et énergétiques. Et donc dans cette lettre RHE, on explique la manière dont, a posteriori, les agents qui auraient du coup expérimenté cet objet, ce water, auraient finalement réagi vis-à-vis du coup de cette mise en place, comment ça les aurait touchés dans leur quotidien, dans leur travail. Donc c'était aussi d'une certaine manière une façon de conclure un petit peu le scénario et du coup de leur montrer aux élus ce que ça pourrait donner si cet objet existait, sachant qu'on a essayé justement voilà d'être un peu comme toujours dans le design fiction, dans quelque chose d'un peu ambigu, c'est-à-dire que d'un côté on a des réactions qui sont positives et de l'autre côté on a aussi des retours qui sont plus négatifs. Donc voilà. Je précise également que le scénario avait été assez loin sur justement ce qu'on imaginait nous en termes voilà, d'impact un peu boule de neige vis-à-vis de cet objet. Comme je vous ai dit, du coup, de par l'existence de cet objet, on s'est dit qu'à ce moment-là, à la ville de Grenoble, on aurait du coup une fusion de deux services. Mais en fait, cette notion-là d'écoulement au fur et à mesure de la journée en fonction de la consommation d'énergie nous a aussi mené à repenser la manière dont le temps se passerait à la ville, puisqu'en fait aujourd'hui, vous avez sûrement le même mécanisme, mais du coup on doit badger pour dire quand est-ce qu'on arrive au bureau, quand est-ce qu'on repart. Là, on se disait qu'en fait, si on avait un seuil de consommation journalier en fait à respecter, en fait, ça pourrait finalement devenir la durée de travail des agents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agent de toute façon a dépassé son seuil, peut-être que ce serait mieux qu'il rentre chez lui. Donc du coup, on a été assez loin sur ces impacts potentiels et donc ils sont notamment racontés à travers ces objets un peu secondaires. Et c'était aussi des éléments qu'on avait nous préparés, qui n'étaient pas toujours racontés dans le détail, mais si les élus nous posaient la question au cours de la session, nous on venait leur répondre à leurs questions et donc mieux leur expliquer dans le détail jusqu'où on avait été dans le scénario, sachant que nous à ce moment-là on jouait aussi un rôle. En fait, on prétendait, Gillon, parce qu'on était une assez grosse équipe sur la présentation du scénario, on prétendait d'être justement des agents de ces nouveaux services, encore une fois pour ajouter à l'immersion. Du coup, en termes de retour d'expérience, l'objet il a bien rempli sa mission. Les élus ils ont rapidement commencé à débattre autour du sujet. Ils ont bien touché les différents sujets qu'on avait aussi identifiés initialement. Là, je vous parlais du coup de cette question des inégalités. Ils sont venus tout de suite sur la question. On n'a pas eu besoin de leur introduire l'objet secondaire. Donc, on leur a juste donné à la fin de la session pour qu'ils aient un peu un effet de conclusion. Voilà, ça a été assez intéressant là-dessus. On a également fait l'atelier auprès de certaines autres directions. Donc comme ça, on a pu voir aussi comment les agents, pour le coup, réagissaient au scénario. Et justement, on a eu des réactions assez différentes. Et donc nous aussi, ce que ça nous a surtout permis de faire à la ville de Grenoble, c'est que cette première expérimentation, elle a mené à définir du coup des nouveaux sujets d'application du design fiction, ce qui était aussi notre objectif, puisque l'idée était donc de faire exister cette démarche à la ville et de donner envie à d'autres sujets de s'emparer de l'approche.
Et donc là, le prochain sujet sur lequel je vais être amenée à travailler, normalement, ce sera donc un projet porté à la fois par la ville et partenaires locaux, qui est la sécurité sociale de l'alimentation, la mise en place de cette expérimentation, où donc là, on va pouvoir finalement étudier la manière dont le design fiction est appliqué à un projet concret qui est en mise en place. Donc là, potentiellement, le design fiction peut aussi, d'une certaine manière, influencer la forme que pourrait prendre ce projet. Et ça va également, du coup, pour la première fois, servir normalement en dehors de la ville, où là, on va pouvoir aller discuter avec des partenaires locaux, pourquoi pas les citoyens. Donc voilà, ça va être un peu la deuxième étape de la mise en place de cette approche à la ville. Du coup, pour finir, je vous propose quelques ressources si jamais vous avez envie, vous, de vous former au design fiction, d'en savoir un peu plus, rentrer plus dans le détail de cet aspect théorique. Donc j'ai 2 recommandations pour vous. Le premier, c'est le livre Making Tomorrow, du coup de l'agence du même nom, qui est une agence française qui travaille pour le projet du coup de la Red Team notamment. C'est un projet assez connu qui donne quand même des bons exemples aussi de design fiction. C'est un projet qui est mené par le ministère des Armées et qui du coup permet d'explorer le futur des conflits d'ici 2050. Alors voilà, c'est un projet qui, en termes d'éthique, moi, me pose beaucoup de questions, qui aussi du coup produit des scénarios, mais pas forcément les espaces pour les mettre en débat. Donc du coup, pour moi, je me demande un peu si on peut vraiment le situer dans le design fiction. Par contre, le travail qui a été mené par les équipes en interne et les fictions qui ont été produites, qui sont toutes disponibles sur le site web de la Red Team, sont vraiment des super inspirations. Et donc cette agence Making Tomorrow, qui a travaillé sur le projet, donc a produit ce petit guide avec un tas d'outils. Il a l'avantage d'être en français, ce guide-là. Et donc voilà, c'est l'une des agences les plus spécialisées sur la question en France, donc je vous recommande vraiment de du coup mettre la main sur ce guide. Et le deuxième manuel dont je voulais vous parler, c'est le manuel du design fiction du Near Future Laboratory. Pour le coup, il est en anglais, mais justement, lui, il provient des personnes que je vous ai citées comme étant un peu les parents du design fiction, donc notamment Juliane Blicker. On a également un autre chercheur francophone qui est en lien avec ce projet, qui s'appelle Nicolas Nova et qui, du coup, travaille depuis longtemps sur la question des imaginaires, dont je pense que vous avez déjà entendu parler également avant. Pour le coup, celui-là est encore plus détaillé et du coup rentre un peu plus aussi sur la théorie derrière la démarche, d'où c'est venu. Donc je le trouve aussi vraiment très intéressant. Il est juste plus difficile à trouver pour le coup, parce qu'il faut le commander du coup des États-Unis. Mais voilà, c'est un peu la ressource. Moi, je dis que c'est la Bible du design fiction. Voilà. Donc voilà. Merci pour votre attention.